Toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. Plaisir de savoir que, comme d'habitude, comme chaque semaine, nous allons passer un moment merveilleux, un moment d'apprentissage, de connaissance, de découverte, de profondeur, parce que à BB1, nous faisons appel à des personnes, en tout cas, que je ne vante pas, parce que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc, je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre à travers les réseaux sociaux ou encore à travers le monde, hein, parce que B1 Télévision atteint quand même certains coins compliqués à travers notre numéro qui est affiché chaque semaine. Nous recevons des messages, des félicitations et beaucoup plus. Je suis très sûr qu'après ce numéro, ça sera aussi comme d'habitude ou encore plus. Donc sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec une magnifique équipe d'invités, mais aussi une co-présentatrice, mais encore un public magnifique comme d'habitude. Donc je vais faire, comme on commence ce genre BB1, c'est pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer pour sa propre présence. Et oui, vous voyez que ce plateau est blindé en tout cas. Je vais très rapidement comme ça passer à la présentation de ma co-présentatrice du jour. Elle s'appelle Sephora. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Oui, ça va. L'africanité, quoi. Toujours. Non, mais on peut quand même l'acclamer, non? Alors, au-delà du pagne, on voit que vous êtes allé un peu plus loin. Oui, Yoshi, tu sais que je suis une passionnée de l'art africain. Et tous ces accessoires, pour moi, ça représente l'art africain. Et j'en suis très fière. Très bien. Bienvenue sur BB1. Merci. Alors, nous avons beaucoup d'invités, disons 3 invités. Lesquels sont... Où on commence la présentation par qui? Tous nos invités sont magnifiques. En tout cas, dans les coulisses, déjà, j'ai bavé. J'avais vraiment envie qu'on commence l'émission rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et très rapidement, à ma droite, j'ai Madame Clarence Joly, qui est une femme mariée, mère de 3 enfants, est aussi une éducatrice spécialisée. Son domaine, c'est la protection de l'enfant, l'insertion et le handicap. Je pense tout au long de l'émission, elle va nous donner plus de détails. Et de l'autre côté, j'ai Madame Sylvie Chituka. Madame Sylvie Chituka est une opticienne de formation, directrice générale de OPI, secrétaire générale adjointe d'une association qui s'appelle MIFDA. Et MIFDA est un mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Et nous avons la présence d'un homme. Okay. Vous allez voir, nous avons un monsieur qui nous accompagne, un monsieur parmi les dames, qui s'appelle Franck Djemba, qui est coordonnateur d'une ONG dénommée Jeunesse Unie pour l'avenir, consultant en développement social aussi. Voilà. Très bien, alors nous allons commencer par Madame Joly. Bonsoir. Bonsoir. Votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Il est magnifique aussi, votre boubou. Hein? Oui, oui. Donc c'est la chaise des boubous. L'Afrique, toujours. On l'acclame quand même pour Madame Joly. Alors, tout à l'heure, on vous a présenté. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez rajouter sur vous? Compléter ou peut-être modifier? Oui, elle a parlé de mon passé, mais elle a omis de parler de mon présent. Ok, heureusement que vous êtes là. Oui, parce que j'ai travaillé dans le social, certes, mais à une actualité tout de même, parce que je suis à présent dans le domaine des assurances. Okay. Donc, en préambule, je disais à madame que pendant longtemps, l'enfant a été au centre de mes préoccupations. Mais c'était enrichissant, tandis qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'enfant, mais le patrimoine, les investissements, les biens des gens. Ok. Donc voilà, donc on va dire que de l'humain... l'humain... est passé devant l'humain. Voilà, bon. On l'acclame quand même, hein. Alors on va revenir sur vous, on traverse de l'autre côté. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors un peu, tout à l'heure on vous a présenté, j'aimerais en savoir un peu plus. Je voulais juste ajouter, parce qu'elle n'a pas dit que je suis mariée et que je suis maman de 4 enfants. Ok. C'est le job que je préfère le plus. Alors, okay. Je ne voudrais pas que ça soit omis, en fait. Ok. Je pense qu'à
j'ai lu quelque chose sur vous. On disait qu'à un moment, vous avez tout laissé pour d'abord vous occuper de vos enfants. Après, vous avez continué avec votre carrière. Exactement. On l'acclame quand même, hein, une maman aimante. Alors, on va finir avec l'homme. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez votre micro? Malheureusement, je n'ai pas de micro. Vous prenez de l'autre côté. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, très bien, comme vous le sentez. Bien habillé? Merci pareillement. Ok, alors parlez-nous un peu plus de vous. Quelque chose à ajouter ou est là? Effectivement, il y en a tellement trop, mais j'ai trouvé que c'était les informations les plus importantes, dépendamment de la nature du sujet qui sera débattu aujourd'hui. Mais quand même, je suis aussi candidat assistant au niveau de l'Université de Kinshasa. Et je suis actuellement désigné, je viens à peine d'être désigné secrétaire rapporteur du conseil d'administration de la CENTAP. Un poste que je n'ai pas encore eu officiellement, mais c'est une désignation qui a été faite. Donc, dans les jours à venir, je veux mettre en exergue toutes les tâches y afférentes. Très bien. Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs. Comme vous savez, chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, avec ces magnifiques personnes sur ce plateau, nous allons essayer de parler du guide des élections, de la place de la femme, du guide de la place de la femme dans les élections à venir en 2023. Vous savez que nous sommes une année électorale et qu'y a-t-il de pistes de solutions à proposer? Nos invités vont nous en dire plus, donc je veux revenir un peu chez vous, madame. Alors, nous vivons dans une société qui, depuis le début, on parle de Dieu le Père, qui n'a pas envoyé son fils, qui n'a pas envoyé sa fille, mais qui a envoyé son fils. Après, on voit le fils qui n'avait que des hommes comme disciples. Est-ce que aujourd'hui, quand on remarque par exemple qu'il y a moins de femmes dans le gouvernement, il y a moins de femmes dans les postes à responsabilité, n'est-ce pas quelque chose qui vient de loin? Ou peut-être c'était la volonté de Dieu aussi? La volonté de Dieu. Peut-être. Vous voyez, je commence par la fin. Ok. Hein, parce que la volonté de Dieu, je pense que c'était justement de mettre la femme aux côtés de l'homme. Parce que je pense que si nous avons lu un peu les Écritures, nous savons que il a dû endormir l'homme pour ensuite lui ôter une côte et créer la femme. Cet homme qui a été fait de poussière en fait, et la femme d'os. Donc quand je prends les deux matières, je me dis que la poussière et l'os, je pense que c'est quand même l'os qui est le plus fort. Donc je ne pense pas que Dieu ait omis la femme d'une quelque manière que ce soit, au contraire. Alors, de ma place de femme justement, je me dis que si je pense à la femme, je pense à elle en tant que mère tout d'abord. Parce que c'est la mère qui crée la nation. C'est la mère qui est la cellule. Sans la mère, je ne sais pas si la nation existerait. Et je pense que même si nous prenons notre hymne national, il est question dans cet hymne national d'agrandir la nation. Peupler. Oui, peupler la nation. Exactement. Bah, comment voulez-vous peupler une nation sans mère? Je sais pas, hein. Peut-être que vous avez d'autres... je sais pas. Voilà, donc premièrement, donc je dirais ça. Deuxièmement, si on devait maintenant rentrer dans le sujet en lui-même, je pense peut-être aussi à la constitution de notre pays. Et je me pose cette question, à savoir quelle est la place qui a été donnée aux femmes de manière formelle dans cette constitution. Je ne l'ai pas vue non plus, donc je ne sais pas. Alors, effectivement, on a un rôle à jouer. Effectivement, il y a une partition qui doit être jouée par la femme dans plusieurs domaines dans notre société. Donc, partant de ce principe-là, je pense que c'est aussi à nous, les femmes, de nous saisir des échéances telles que les élections, de faire en sorte que notre voix soit audible enfin. Mais pas audible seulement se quereller dans les rues, mais audible dans des instances. Je nous vois dans des parlements, je nous vois au Sénat, je nous vois, pourquoi pas, présidente de la République un jour au Congo qui est une femme, pourquoi pas. Sous d'autres cieux, on le voit, non? Donc voilà un peu les ambitions que
que moi j'aimerais porter à la femme congolaise. Mais il faudrait pour cela qu'elle commence par croire en elle et croire en la nation dans laquelle elle vit et surtout aimer la nation. Parce que j'ai l'impression en tout cas que le patriotisme arrive d'un amour que nous devons chacun porter dans notre cœur. Je dirais même avant de nous aimer, nous-mêmes aimons notre patrie, aimons notre nation. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on aura des projets porteurs et on pourra impulser et amener une évolution certaine dans notre pays. Très bien dit. Avant de revenir sur vous, j'ai une petite question pour madame. Alors, moi, j'aimerais savoir, là, par exemple, nous sommes en train d'aller aux élections en fin d'année. Vous, par exemple, est-ce que vous votez l'intellect de quelqu'un, ses capacités, ou vous votez le sexe? Bon, c'est sûr que je devrais voter l'intellect, mais ça n'exclut pas, ce n'est pas propre à un seul sexe. Donc de toute façon, je devrais voter l'intellect, je devrais voter la vision, la vision qui est la plus porteuse et qui se rapproche au plus de ma vision. Et je souhaite, puisque je suis déjà dans un mouvement de femmes, que cela soit porté par des femmes. Pas seulement par un souhait, parce que je vois qu'il y a des femmes talentueuses, des femmes compétentes, des femmes qui sont fortes, ambitieuses, courageuses, qui ont une vision qui peut nous porter, nous amener vraiment plus loin. Donc oui, je voterai pour l'intellect, pour la femme. Toujours un On va revenir sur ça. Alors, moi, j'aimerais me retourner toujours vers Madame Sylvie. Vous êtes directrice gérante de OPI et vous avez travaillé aussi dans l'optique. Comment vous avez associé, comment vous avez géré votre temps pour vous départager, parce que vous êtes pluricasquette. Comment ça se passe? Avec les ménages aussi. Voilà. Oui, tout au début, parce que je suis opticienne de formation, j'ai fait mes études en optique. J'ai travaillé en optique pendant quelques années. J'ai vu pour moi, personnellement, parce que l'optique, c'était prenant. C'est gérer des magasins, des boutiques, c'est être là. C'est en même temps du paramédical et en même temps de la vente, du commerce. Donc, c'est vrai qu'on fournit des lunettes aux gens, mais ils doivent les acheter. On fait des examens de vue et tout ça, ils doivent les acheter. Donc, nous sommes un peu sur un rythme d'une maison commerciale aussi. Et c'est prenant parce que c'est du matin au soir. Moi, ma difficulté, c'était surtout de rester très longtemps le soir, debout, etc. Et à faire des allers-retours dans les magasins. Quand j'ai vu que cela pouvait me compliquer avec la venue des enfants qui étaient tout petits, d'autant plus que j'étais dans un pays étranger, je me suis un tout petit peu arrêtée pour m'occuper des enfants, pour pouvoir être plus libre de mon temps. Parce que là, je répondais d'un patron et donc je devais respecter les heures. Certes, je me suis arrêtée pour m'occuper des enfants, mais je me suis formée à tout ce qui était ma passion. Et c'est comme ça que je suis passée de l'optique au commerce général, aux prestations de services, parce que j'ai commencé par la vente de tout ce qui était des articles de mode, parce que j'aime bien ça. Et ensuite, j'ai fait, en même temps, j'ai fait tout ce qui était événementiel. Toutes les organisations d'anniversaire des enfants et tout ça, c'est tout ce qui... ça avait trait quand même un tout petit peu, je commençais à décoller un tout petit peu avec ça pour me libérer un tout petit peu de ma charge de maman, de maman au foyer. Et c'est comme ça qu'un tout petit peu, j'ai commencé à évoluer dans ça. Maintenant, je suis dans l'aménagement des bureaux, etc. Certes, on parle souvent de parité, mais je peux dire que pour nous, nous ne sommes pas encore vraiment là, parce que même quand tous les deux parents sont occupés, la charge les devoirs parentaux sont quand même toujours pris en grande majorité par la maman. Donc j'essaye toujours de me départager, d'être partout là où il faut au bon moment, quand on a besoin de moi. Et ce n'est pas vraiment un poids parce que j'adore aussi la vie de maman. C'est vraiment les enfants, c'est un cadeau du ciel. Et donc voilà, j'arrive
à jongler entre plusieurs casquettes. Très bien. Alors, on va revenir un peu chez l'homme. J'aimerais savoir, hein, j'ai un tout petit peu la question qui a été posée tout à l'heure à madame. Quand vous observez qu'il y a 52% des femmes en RDC, 48 d'hommes, donc il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes qui vont voter que de hommes, mais on voit que c'est majoritairement, en plus, une majorité carrément absolue de hommes. Pourquoi la femme vote l'homme, selon vous? Ok, merci beaucoup. Bon, déjà, avant de répondre directement à la question, j'aimerais revenir à ce qu'a dit Madame Larose. Madame Clarence, excusez-moi, au sujet de soubassement qui atteste le caractère existentiel de la femme dans la Constitution. La Constitution de la RDC est quand même conçue sur de bases démocratiques. Et dans ses articles 12, 13 et 14, on a évoqué le fait que la RDC veille à la non-discrimination. Et la RDC veille également à ce que les femmes puissent occuper des hautes fonctions. Là, c'est dans son article 14. Donc, il y a un soubassement constitutionnel qui priorise la femme dans une certaine mesure. Ça reste des slogans, on peut dire. Non, pas du tout, pas du tout. Allez-y, répondez sur la question. Voilà un peu. Alors, je pense que depuis le début du XXIe siècle, il y a une tendance qui était née, qu'on appelle le féminisme. Alors, cette tendance, c'est une tendance qui met en promotion les valeurs féminines, etc. Et déjà, en Europe, ils se sont adaptés à ça facilement. Mais le problème, c'est qu'ici en Afrique, précisément en RDC, il y a une inadaptation. Ce qui fait que les femmes ne s'approchent pas ou ne s'associent pas à ce qui leur est reconnu. Ce qui fait que, bien évidemment, en termes de choix, etc., il y a beaucoup d'hommes qui se présentent que de femmes. Ce qui fait que, voilà, ces manques d'implication fait que les hommes soient beaucoup plus vus que les femmes. Alors, ce n'est pas une question qui est liée au sexe. Non, c'est une question des représentativités. Et c'est pour ça qu'à travers cette émission, j'aimerais que les femmes sachent aujourd'hui que la place qu'elles ont est à la fois liée à la représentativité et aussi au droit des votes. Donc elles peuvent voter et elles peuvent se faire représenter en tant que candidates. Très bien, alors on va revenir. Moi, j'aimerais poser une question et entrer à la réponse de M. Franck à Mme Clarence. M. Franck parle de la représentativité. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas informées. Comment vous jugez cette réponse? Est-ce que vous trouvez que c'est vrai, c'est cohérent? C'est question de représentativité ou question de... Il faut venir vers la femme. Qui doit venir vers l'autre pour qu'elle s'implique? Il y a quelque chose qui me taraude quand même là, parce que monsieur a évoqué la France. Et le mouvement. Oui, vous avez parlé de mouvement féministe. Et ça m'interpelle parce que quand vous dites que ça s'est passé, ça s'est très bien passé, aujourd'hui, c'est un mouvement qui a été assez rapide ou... Non. Il y a encore du chemin. Je vais vous corriger parce que, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Madame Olympe de Gouges. Madame Olympe de Gouges, c'est une féministe qui a écrit en son temps, en 1791, si je me trompe, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Vous savez ce qui s'est passé pour elle? Elle a été guillotinée. C'est la deuxième femme qui a été guillotinée en France, après Marie-Antoinette. Donc je pense que balayer d'un revers de la main le féminisme en disant oui, ça s'est très bien passé, non. Le combat continue. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, en 2023, le combat continue. Et moi, je peux même vous donner des chiffres. Parce que j'ai des chiffres sur la RDC. 52% de représentation, 52% de la population, c'est des femmes. Hein. Maintenant, écoutez les chiffres que je vais vous donner. 8% des femmes seulement sont parmi les mandataires publics. 12%, moins de 12% seulement
des postes de secrétaires généraux dans l'administration publique, moins de 10% seulement aux assemblées provinciales, moins de 10,3% seulement à l'Assemblée nationale. Donc c'est seulement 17 et 27% des femmes qui sont au gouvernement, moins de 20% au Sénat, 33% à la CENI. Je peux continuer comme ça très longtemps, mais c'est juste parce que je voudrais mettre en exergue, je voudrais que les générations à venir, je voudrais que la jeune fille d'aujourd'hui entende ces chiffres et que ça la révolte, que ça l'interpelle sur son rôle. Tout à l'heure, je parlais de partition à jouer. Quand je dis partition, ça veut dire que j'invite les femmes à venir et à participer elles aussi. Maintenant, est-ce que cette place, c'est les hommes qui doivent nous la donner ? Non. On est assez capable, je pense qu'on est assez intelligente. Donc, on arrive. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Très bien dit, on l'acclame quand même. Très enrichissant. Alors, on va revenir un peu chez vous, madame. Quand madame Joly était en train de parler, j'ai pensé à quelque chose, c'est que les États-Unis, pays de droit, grande puissance, etc., après plusieurs années où ils ont pris à bâtir et rebâtir leur pays qui est très stable, la première puissance d'armée et tout ce qui va avec, il fallait attendre jusqu'en 2000 quelques, il y a 2-3 ans je pense, qu'ils ont eu une première vice-présidente. Donc est-ce qu'il faudrait 70 ans au Congo pour espérer ça, ou encore 200 ans? Comme Madame Joly le disait, le combat continue, c'est pas seulement au Congo. Et aujourd'hui, certes, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de changements, de réformes. Il y a quand même, c'est vrai qu'on ne va pas attendre qu'on nous donne cette place, mais nous, les femmes aussi, nous pouvons nous mobiliser pour encourager les autres femmes. Par exemple, nous qui sommes déjà, parce que la femme, il y a aussi un problème, il faut qu'elle soit informée. Il faut qu'elle soit formée. Il y a plusieurs informations que toutes les femmes, qui ne sont pas à la portée de toutes les femmes. C'est pour ça que nous, les associations, chacune dans son genre, nous portons certains secteurs et nous nous mettons mais vraiment au service de la population, au service des autres femmes, pour les informer, pour les former, pour qu'elles puissent au moins savoir ce qui est possible. Si vous entendez souvent dans des discours quand un grand homme a été nommé ou a eu les élections, etc., ils disent toujours « Oh oui, une pensée pour ma mère, parce que grâce à ma mère, je suis ceci, je suis cela. » Donc nous, les femmes, nous sommes, nous, mères, épouses, sœurs, nous sommes souvent là à booster les hommes. Mais vraiment, sérieusement, moi je suis mariée, je booste souvent mon époux. Je dis « Si tu peux le faire, oui, tu peux y arriver. » Donc, on peut aussi booster les autres femmes comme nous, ou nous booster nous-mêmes. Parce que les hommes, quand ils arrivent là, c'est pas parce qu'ils se sont toujours poussés par eux-mêmes. Ils ont eu de l'encouragement, ils ont eu le soutien. Et c'est des sacrifices. Et dans les couples, souvent, les femmes acceptent le sacrifice de l'homme. Quand le monsieur va dire « Je n'ai pas assez d'expérience, il faudrait que j'aille aux États-Unis pendant 5 ans », tu vas dire « Ok, d'accord, je te soutiens. Il va pendant 5 ans, tu restes avec les enfants, toute seule, tu t'en occupes. Ils sont petits, ils sont grands. Tu assumes à 100%. Ouais. Mais le contraire aussi peut être fait pour augmenter la représentativité. Ce n'est pas, on peut aussi certes avoir le courage d'avancer, mais on peut aussi tendre la main pour que quelqu'un nous booste, nous montre le chemin. Exact. Parce que ce n'est pas en étant assis à avoir un rêve, une vision comme ça que non. C'est ceux qui sont déjà sur le chemin, qui sont déjà en route, qui peuvent nous éclairer. Très bien dit. Alors Madame Sylvie, vous êtes secrétaire générale dans le mouvement MIFDA, ce mouvement qui sensibilise les femmes à s'impliquer dans le développement et la gestion du pays, dans l'entrepreneuriat ou dans la politique. Puisque nous parlons des élections de 2023, quel intérêt revêt les femmes de votre association pour les élections ? Un intérêt capital. Pourquoi ? Parce que au moins celles qui sont électrices pourront voter la personne de leur choix et celles qui sont candidates pourront se faire élire pour porter la voix
des autres. Parce que nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous sommes dans la politique, et nous sommes face à plusieurs difficultés que nous ne pouvons pas résoudre seuls. Il n'y a que les gouvernants qui peuvent apporter des solutions aux problèmes collectifs. Donc nous avons besoin que du côté des gouvernants, que nous puissions avoir une représentation de MIFDA ou des femmes qu'on côtoie tous les jours. Et donc c'est vraiment, nous avons déjà dans notre quotidien un programme que nous appelons le rendez-vous de la femme candidate aux élections. Nous avons commencé depuis longtemps. Et dernièrement, je crois que janvier 2022, nous avons eu vraiment un programme phare où nous avons rassemblé un maximum de femmes de notre association pour déjà les identifier, celles qui avaient déjà des ambitions politiques. Nous avons nourri leur ambition, et celles qui étaient déjà dans la politique ont donné quelques pistes pour pouvoir se faire remarquer dans son parti, pour pouvoir, surtout le plus important, se faire aligner. Parce qu'il y a un gros problème pour ça. Vous pouvez être dans des partis et que vous n'êtes pas aligné au dernier moment. Donc voilà, on a donné des pistes, des stratégies. Nous avons aussi participé à la sensibilisation à l'enrôlement, parce que c'est très important pour nous, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la politique. Pour pouvoir élire, il faudrait avoir sa carte d'électeur. Pour pouvoir être élu, pareil. Mais pour obtenir des financements aussi. Donc il y a plusieurs femmes qui été découragées par l'une ou l'autre chose. Ah, j'ai perdu mes papiers, après il faut payer 5 000 francs, après il faut chercher 3 personnes qui vont garantir que j'avais réellement une carte d'électeur avant. Oh, je ne vais pas le faire. Donc, nous avons dû aller les motiver et leur dire, d'une façon ou d'une autre, vous êtes politique ou pas, vous suivez la politique ou pas, vous avez quand même besoin d'avoir votre carte. Et donc, c'est déjà des pistes qui peuvent nous permettre d'augmenter la représentativité au niveau des instances. Très bien dit. Alors, je reviens un peu chez vous. Tout à l'heure, on parlait de... Madame Njoli parlait de la génération des filles d'aujourd'hui, en tout cas, qui doivent être des grandes dames demain, qu'elles soient motivées, qu'elles prennent conscience de façon à ce que demain, qu'il y ait plus de femmes, en tout cas, dans les postes à haute responsabilité. Alors, vous, en tant que jeune, vous vivez un peu ce qui se passe aujourd'hui. On en parle vraiment régulièrement avec TikTok. Aujourd'hui, 80% sont des danseuses sur TikTok, rêvent de voyage et de se présenter sur les réseaux sociaux en mode VIP. Est-ce que cette femme que vous observez aujourd'hui, avec le mariage qui ne dure plus, avec, est la femme sur laquelle il faut compter? Voilà, merci beaucoup pour cette question, elle est très importante. Là, je reviens pratiquement à ce qu'a dit Madame Njoli. Elle a évoqué le fait qu'il y a du travail à faire. Parce que c'est vrai, en termes d'observation, il y a vraiment des choses qui ne plaisent pas, c'est vrai. Mais il y a des choses à faire, il y a vraiment des objectifs à mettre en place. Et là, ça revient aux différentes structures qui travaillent dans le cadre de motivation de la femme, de pouvoir mettre en place des perspectives qui touchent ces cadres-là. Mais quand je reviens à cette tendance que j'ai appelée le féminisme, effectivement, il faudrait que les femmes s'y adaptent. Parce que vous avez évoqué le fait qu'il y a cela 3 ans que les États-Unis ont eu une vice-présidente. Donc c'est la conséquence de l'adaptation au féminisme qui est un phénomène ayant accru justement parce que les Américains ou les Américaines ont pu prendre ça en considération. Donc c'est ça. Alors pour le cas de femmes congolaises, il faudrait qu'elles reconnaissent qu'il y a une disposition qui reconnaît leur place, qui leur donne la possibilité de pouvoir jouer des grands rôles dans cet État. Et je parle bien évidemment de l'article 14 de notre Constitution. Donc c'est vrai qu'il y a du travail à faire. Et enfin là, c'est comme si on touche déjà le piste. Le travail à faire est beaucoup plus psychologique. Il faudrait que les femmes se connaissent. Il faudrait que les femmes puissent s'auto-connaître de manière à ce qu'elles se mettent ensemble et qu'elles se disent voilà, c'est fini, on doit prendre les choses en main. Donc il y a toujours de la place, déjà que la Constitution le reconnaît. Alors les femmes aussi peuvent les reconnaître et travailler en connivence de manière à atteindre les objectifs. Mais sinon, moi je suis très d'accord. Déjà, je suis coordonnateur d'une ONG, de Nouvelle Jeunesse Unie pour l'avenir. Je travaille avec des femmes. Déjà, ma vice-présidente en charge de questions financières, c'est une femme.
Vous savez, il y a des superviseuses de département qui sont des femmes, qui ont du potentiel, que j'essaye un tout petit peu de mettre au profit de l'État congolais à travers de différents projets que nous mettons en place. Et déjà que, je dois les souligner, nous sommes en partenariat avec l'Hôtel des Villes dans les cadres du secteur environnemental. Il y a des femmes qui y sont incluses, il y a des femmes qui travaillent de manière à ce que nous atteignions le résultat escompté. Donc il y a du travail à faire et je soutiens ce travail en tant que cadre social. Eh bien, je reviens un peu chez vous, madame. Alors, on passe aux pistes de solutions. Mais avant, je voulais un tout petit peu revenir un tout petit peu à la question que je lui ai posée, mais d'une autre façon. Quand vous, en tant que mère, en tant qu'observatrice intellectuelle, vous observez la jeunesse, on parle ici de la femme, donc la jeune femme d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'espoir selon vous? Et qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, on a son téléphone 24 heures sur 24, on a de moins en moins de lectures, l'éducation devient... c'est compliqué. Donc on risque en tout cas, si on ne prend pas au sérieux certaines choses, de se retrouver 10-15 ans plus tard dans peut-être des choses qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Alors vous, en tant qu'observatrice, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je retiens une seule chose, et je pense que c'est la base de tout, c'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un vecteur. Maintenant, comment se saisir de ça? Quelle éducation nous avons pour nos jeunes? Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus comme un moyen de s'évader, un moyen de peut-être voir ailleurs ce qui s'y passe. À l'ère du digital, à l'ère du numérique, le monde est un village à présent. Et je pense que si on avait un conseil à donner aux jeunes, ce serait peut-être de se servir de ces réseaux-là en termes d'apprentissage et peut-être d'enrichissement intellectuel qui leur permettrait d'amener des choses positives dans leur pays. Les jeunes filles, les jeunes garçons passent leur temps sur des téléphones portables. Et ma question, c'est, au-delà du téléphone portable, qu'ont-ils d'autres comme loisirs ici? Des bibliothèques, des musées, il n'y en a pas des masses. Des parcs pour aller flâner, s'allonger sur l'herbe, lire un bouquin, il n'y en a pas des masses. Les problèmes d'électricité, pêche, enfin, ça nous empêche aussi de lire. Hein. Donc je pense que le téléphone, c'est devenu un moyen par lequel la jeunesse, malheureusement, a trouvé un exutoire pour échapper à certaines réalités du pays qui ne sont pas évidentes. Que doivent faire les pouvoirs publics? Peut-être se saisir encore, je répète, la question d'éducation. Je pense que c'est à la base qu'il faut reprendre le tout. Celle qui a 25 ans aujourd'hui et qui est sur les réseaux, c'est un peu compliqué de lui dire d'abandonner son téléphone. Mais la petite fille de 5 ans, le petit garçon de 5 ans, si dès cet âge-là, on lui met des paramètres, on lui explique qu'il y a des limites avec cet outil que tu as entre les mains, qui peut te sauver ou te tuer en fait. Évidemment, je suis en train de parler de manière imagée. Hein. Quand je dis tuer, c'est psychologiquement, c'est intellectuellement, on est d'accord. Donc je pense que à l'école, il faudrait peut-être mettre un accent sur cet appareil-là, le téléphone portable. À quoi sert-il exactement? Parce qu'au départ, c'est pour émettre et recevoir des appels. Maintenant, il y a le paramètre réseau social qui arrive. On ne va pas non plus l'occulter parce que c'est dans l'air du temps, ça fait partie de leur génération. On ne peut pas le leur enlever comme ça. Mais on peut mettre en place des temps. Son téléphone, on est dessus pendant un temps, pas toute la journée. On ne va pas s'avilir avec son téléphone portable. Donc, pour moi, s'il y avait une solution, ce serait mettre l'accent sur l'éducatif, l'éducation. Ce serait là qu'on pourrait trouver peut-être des pistes de travail pour amener cette jeunesse à déposer un peu son téléphone. Pourquoi pas même on pourrait même faire des journées, déposons le téléphone.
Je sais pas. Exactement. Par exemple. Donc voilà. Alors, c'est Fiu. Ouais, moi, je vais poser la question à Madame Sylvie. C'est une question qui va être centrée sur la femme. Une femme qui aspire à faire la politique. Qu'est-ce que vous allez dire à cette femme-là, tenant compte de la situation de notre pays? Qu'est-ce que vous allez dire à cette femme-là? Bon, déjà, Qui est encore dans l'ombre, hein, bien sûr. moi, je ne suis pas politique. Certes, j'aspire à la politique aussi, donc je me parle à moi-même aussi. Voilà. Je pense qu'il faudrait avoir de la détermination, de la volonté, parce qu'on dit que c'est un monde un peu difficile, mais bon, je pense que tout est compliqué, tout est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup de compétitions, il y a des challenges et tout ça des défis qu'il faut relever. Et donc à partir du moment où on a envie de se lancer dans ça, déjà, je pense il y a en nous une volonté de servir. On est altruiste, on a besoin d'être au service de la population, de quelqu'un, des gens, etc. Mais que rien ne nous empêche d'avancer, en fait. Il faut vraiment une volonté de faire et toujours se ressourcer, se former, parce que j'aime bien dire ça, parce que c'est très important. Ouais. Ça évolue tous les jours. Donc, il faut se former, s'informer et s'armer de beaucoup de courage pour pouvoir avancer. Très bien. Alors là, je pense que nous sommes en train de chuter avec cette émission. Nous allons commencer cette chute avec vous. Vous avez la caméra juste en face de vous. Vous allez proposer quelques pistes de solutions, mais pourquoi ne pas donner quelques conseils à la jeunesse qui nous suit? Merci beaucoup. Là, maintenant, je parle avec la casquette d'acteur social. Ok. Relativement aux observations que j'ai toujours faites en ce qui concerne les femmes de manière exclusive. Je pense qu'il est temps que les femmes s'élèvent. Il est temps que les femmes prennent conscience. Alors, je reviens à ce que j'avais dit, que le travail à faire est psychologique. C'est pratiquement l'élément qui a été soulevé par tous les intervenants, l'aspect psychologique, parce que c'est la prise de conscience qui suscite la mise en place de l'action. Et aussi, les femmes doivent comprendre que la politique, c'est pas seulement pour les hommes. C'est quelque chose qui pratiquement est entré dans le chef de femme de manière pratiquement générale, qu'il faudrait que nous puissions ensemble travailler dans le but de pouvoir dissoudre ça. La politique n'est pas faite exclusivement pour les hommes. La politique, c'est aussi pour les femmes. C'est ainsi que dans d'autres cieux, il y a des femmes qui gèrent, il y a des femmes qui sont présidentes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a du travail à faire, mais cela passe par la prise de conscience. Alors les femmes congolaises qui me suivent, bon déjà moi je suis très attiré naturellement par les femmes qui réfléchissent et puis je m'attache à elles très facilement. Dans les femmes congolaises, il est temps, vous avez suivi de différentes interventions de nos mamans qui ont eu à travailler dans des aspects importants, dans des aspects de développement. Donc c'est une sorte de trajectoire à prendre. C'est la ligne à prendre pour que vous soyez important, pour que vous constituez une plus-value pour cette notion. Parce que le Congo, enfin, en termes de démographie, on est majoritairement dominé par les jeunes. Donc les jeunes femmes peuvent faire de ça une sorte d'enjeu et travailler là-dessus de manière à être importante dans la société congolaise, qui a besoin d'aide pour pouvoir se développer. Merci beaucoup. Très bien. Alors, madame, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez donner quelques conseils à cette jeune femme qui vous suit en ce moment, qui désespère peut-être, qui a peut-être juste besoin de ce qui sortira de vous pour se motiver, voilà, croire en son étoile et se créer un chemin. On ne sait pas, peut-être demain, ça sera quelqu'un de grand. J'aimerais dire à toutes les femmes d'avoir confiance en elles. Ça, c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer. Ayez confiance en vous, ayons confiance en nous et prenons-nous en charge. Certes, il y a des pistes, des solutions qui sont mises en place pour nous aider à avancer. Saisissons-nous de toutes ces opportunités, parce qu'il y en a. Saisissons-nous de toutes ces pistes pour pouvoir avancer avec confiance, détermination, volonté et ouverture d'esprit. Très bien dit et merci beaucoup. Moi, les bangat, vraiment, banaba Hollanda au Barabangote. Vraiment. Alors, un petit coucou à mon époux Thierry Katembwe,
à mes enfants, Ethan, Elliot, Eisenhower et Eleanor. Et un coucou à tous les membres de MIFDA, à la présidente de MIFDA, Madame Mami Moujani, et à tous les téléspectateurs qui nous suivent, en particulier toutes les femmes ambitieuses, toutes les femmes qui veulent se lancer dans la politique, toutes les femmes entrepreneurs que nous accompagnons tous les jours. Très bien. Alors, madame, ça sera votre tour. Malheureusement, le temps nous fait défaut, mais je vois qu'il y avait vraiment beaucoup à dire. Peut-être que ça sera pour le prochain numéro, mais aujourd'hui, on aimerait quand même avoir des conseils. Voilà, les dames en ont besoin. J'ai commencé en parlant de la mère comme cellule mère de la nation. Et je vais terminer aussi par ça. Mère, cellule mère de la nation. Mère, première éducatrice. Mère, première pharmacienne. Mère, première école. Parce que je pense que on n'a pas encore vu l'école paternelle, mais on connaît l'école maternelle. Ouais. Même si c'est vrai qu'on est dans un système sociologiquement patrilinéaire, néanmoins, c'est quand même par elle que tout vient. Les Congolaises doivent avoir confiance en elles. La femme doit avoir confiance en elle. Et je dirais, il faut plus de femmes au pouvoir pour moins de discrimination politique. Il faut plus de femmes qui décident pour une meilleure autonomie. Et j'invite les jeunes filles, les jeunes femmes à s'instruire davantage parce que aujourd'hui, c'est ça qu'on va porter comme étendard, notre instruction, notre intelligence. Aujourd'hui, la femme n'est plus chosifiée. Ce n'est plus un objet, comme ça pouvait l'être sous d'autres cieux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une femme qui est actrice. Actrice dans son pays. Une femme porteuse d'un message. Une femme qui va décider dans des grandes instances. Je vous invite à lire un livre d'une maman congolaise que j'admire beaucoup. C'est Madame Annie Mbambi qui a écrit le glossaire 1325. Ça concerne un peu les droits de la femme et elle a émis dans ce manuel des pistes de travail, comment la femme peut se positionner au sein de la société. Donc, on apporte un message d'espoir aux femmes, en tout cas pour ma part. Si j'ai accepté de participer à cette émission, c'est pour apporter un message auprès des femmes et leur dire qu'elles sont fortes et que c'est elles qui vont faire renaître la nation. Il est question de renaissance, il est question de refondation. Et ça arrivera par les femmes. J'en suis convaincue. Et cette place-là, peut-être qu'il va falloir faire violence et l'arracher. N'est-ce pas que dans la Bible, on dit que le monde appartient aux violents, hein? Il faut, voilà. Il faut faire violence. Et il faut que ce soit une tête, au-delà d'être bien faite, mais qu'elle soit bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de parler avec votre cœur. On sent que ça venait de l'intérieur. Oui. Et merci de participer à Vibu. Alors, vous ratez. Na Brazzaville, on a même ça. Na bonne sanité. Oui, mais le problème des dédicaces, c'est qu'à un moment donné, après on nous dit, oui, mais c'est dommage, tu n'as pas parlé de moi, tu n'as pas cité mon nom. Donc du coup, on sait, voilà, et on ne sait pas trop par qui commencer. Bon, mes enfants, Naomi, Jean-Yves et Abby, mon frère qui est pasteur, Philippe Njoli, à l'église Amour et Vérité à Paris. Je fais un coucou à mes frères et sœurs dans le Seigneur. D'accord. Et puis, voilà, à mon chéri, Claude Kaboumbaï.
voilà, qui m'a accompagnée. Ah, ok. Oui. Donc, tout à l'heure, madame a dit que les femmes boostent les hommes. C'est vrai qu'on dit que derrière un grand homme se cache Une grande femme. une grande femme, oui. Parfois, c'est le contraire aussi. Parfois, c'est le contraire. Moi, je dirais que moi, c'est lui qui m'a beaucoup boosté par rapport aux différentes décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Même aujourd'hui, comme je disais, il y a une actualité, c'est que je suis dans le domaine des assurances. Vous savez, j'ai dû tout quitter en France pour venir en RDC. Ce n'était pas une décision, une chose facile. Et il a bien fallu que certaines personnes m'encouragent, donc j'ai été encouragé par cet homme-là. On acclame quand même pour papa, non? Merci beaucoup, madame. Alors, Sifiou, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Alors, Yoshi, avant de clore ce numéro, j'aimerais passer une information très rapidement, Allez. mais c'est dans le cadre du divers. Ok. Nous avons été contactés par Monsieur Emmanuel Tchoni, qui est donc CEO de BF Event, qui lui, avec sa boîte, organise un merveilleux événement à Aquasplash ce 5 mai. Alors cet événement a pour but de promouvoir les jeunes artistes. Ok. Alors les jeunes artistes de tout genre, peintres, musiciens, tout. Et ces artistes qui évoluent dans le ghetto, dans l'ombre. Alors cette agence a envie de faire découvrir ces artistes-là par les biais d'une émission-prestation dénommée Aqua Karaoke Mie Bastard. En tout cas, ça c'est une très belle initiative que j'encourage beaucoup. Tu sais Yoshi, moi j'encourage les jeunes artistes et on doit accompagner cet événement ce 5 mai. Ne manquez pas à Aquasplash. Merci. Très bien dit, ça a été un plaisir en tout cas de passer ces 45 minutes de bonheur avec vous. J'espère que vous avez compris ce que je disais au début, que nous allons apprendre, nous allons comprendre et nous allons nous plonger en tout cas dans un savoir qui va rester toute notre vie. Est-ce que vous avez aimé ce numéro? Je n'ai pas trop à dire, c'est la fin de l'émission, donc je vais demander à tout le monde de faire ce qu'on fait d'habitude, c'est de pouvoir lever nos mains tous ensemble et dire bye bye. Et puis on s'acclame. Et voilà.